attention à ne pas tomber dans l'eau. Voilà, vous savez que c'est vraiment le symbole de la ville, c'est la carte postale, symbole de sa puissance, de sa prospérité au fil du temps. Alors ce que je peux vous dire sur La Rochelle déjà, c'est que c'est une ville très ancienne du XIIe siècle. C'est vraiment une vieille ville du Moyen-Âge et qu'au moment où elle a été fondée, c'était une toute petite ville. Aujourd'hui on a 80 000 habitants, ça reste une ville à taille humaine, de taille moyenne avec 80 000 habitants, mais qui ne cesse de se développer. Elle est toujours en croissance démographique. Très dynamique, ça joue des nouveaux quartiers sans arrêt. Mais au départ, au XIIe siècle, c'était ça. Vous voyez, c'était cet ensemble-là, c'est-à-dire une petite bastide, vraiment liée à la mer, à l'océan et au commerce maritime. Donc on avait la Bastide, on avait le Vieux-Port. Et puis ce commerce s'est développé, la ville aussi, et on lui a ajouté des nouveaux quartiers, comme ce quartier Saint-Jean-du-Perrot, vous avez en face de vous là-bas. En fait, c'est une sorte d'îlot artificiel qui a été gagné sur l'eau, sur les roches. La Rochelle, c'est parce qu'elle a été construite sur des roches, des ponts rocheux, et les marais. Toute la ville a été construite sur les marécages. Il n'y avait que des marais, des marécages, complètement dans la vase. À marée basse, ce vieux port, il y a à La Rochelle une pierre calcaire assez tendre, très lumineuse, qui renvoie bien la lumière, très claire. Et c'est une pierre locale, c'est une pierre charentaise. Quand vous descendez au niveau de Saintes, sur l'autoroute qui va vers Bordeaux, vous traversez des grandes carrières qui sont les carrières de Crasane. Vous avez vu? Eh bien, on extrayait cette pierre des carrières de Crasane, c'est de la pierre de Crasane. Alors, pourquoi la ville va-t-elle changer d'aspect au XVIe siècle? Et puis là, ce qui est chouette à cette heure-ci, c'est que les magasins ne sont pas encore ouverts. Donc on n'a pas encore toutes les terrasses, tout le monde, les fringues dehors sur les portants. Par le côté, descend par partout. Ouais. Il passe par là. Il y a pas là. Il est daté du XVIIe siècle. On l'a daté grâce aux vêtements et aux coiffures des personnages en haut relief. Et puis sont apparus aussi à ce moment-là les arcades. Le charme de la ville. On a un report mondial à La Rochelle. 3 km d'arcade. Les dieux casqués gréco-romains, partout, un thème guerrier aussi, peut-être approprié au il y a plusieurs fois dans l'histoire, on a parlé de il leur reste 87 ans, mais il y a eu plusieurs velléités de destruction du garde pour être de sécurité, et puis finalement, on nous a gardés. Vous voyez le contraste avec les vieilles maisons à Colomba, donc, 14-15e siècle. Si vous les regardez bien, vous verrez qu'elles ne reposent pas sur des arcades d'ailleurs, mais sur de simples planches, de simples poutres. On voit bien que les arcades sont apparues avec les maisons de pierre de taille du 16e et du 17e. Vous retrouvez le style classique, la régularité, la symétrie, les frontons triangulaires au premier étage, semi-circulaires au deuxième, et puis des mascarons, des macarons aussi, c'est-à-dire des têtes sculptées qui représentent... parce que la France a poursuivi son empire colonial. Au XVIIe siècle, on est allé s'installer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue, toujours pour le commerce maritime et cette fois-ci pour aller chercher des produits tropicaux. Les Européens, au XVIIe, ils allaient chercher leur sucre à Saint-Domingue. C'était la première production mondiale de canne à sucre. Mais on allait chercher aussi du café, du cacao, du tabac, de l'indigo. Donc on continue à s'enrichir grâce au commerce maritime au XVIIe et on continue donc à s'offrir des petits sacs avec des comptes particuliers. C'est super. Tenez, approchez s'il vous plaît. Toujours en activité depuis le XVe siècle. Il n'a jamais cessé d'être actif. Donc au XVe siècle, il y avait déjà un hôtel de ville, mais beaucoup plus modeste. Mais comme la ville devenait de plus en plus riche, les Rochelais ont voulu avoir un édifice public digne d'exprimer leur prospérité, leur richesse du terroir, donc principalement la vigne, comme je vous l'ai dit, l'or blanc, le sel au Moyen-Âge, des marais salants, et puis les céréales. La Charente, c'est la 3e région agricole de France.
Après, c'est curieux, il y a le style des autres. Alors là, justement, je peux vous dire. Musée maritime de La Rochelle. 45 et 60 hommes d'équipage. Alors il y a tous les corps de métier bien sûr. Hein. Ça va du cuisinier au garçon de salle. On passe... Ah non, non, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, vous êtes en train de passer entre deux. Donc il faisait gras, il faisait chaud, on s'entendait pas, et en plus ça bougeait. Ici dans le gardien ici. Et alors ici vous avez deux étrangetés, on va dire ça comme ça. Des tuyaux noirs, des tuyaux de mer, toujours des tuyaux de douce. C'est en fait le système de refroidissement qu'il y avait à l'équipe. Tout simplement, il y avait un cylindre dans lequel le lumière passait, et au milieu de ce cylindre, un autre cylindre plus petit dans lequel l'eau douce passait, qui est ensuite descendre dans le moteur et les refroidir. Voilà, c'est ça. Donc on pourrait faire le même système. Là, c'est du costaud. Ah oui, c'est costaud, J'ai là. bien compris, c'était pas des assiettes qui rangeaient ici. Je sais plus ce que c'était, mais c'était l'autre. Ça n'a pas été un bon espace. Oui, ça ne correspond pas trop à la même image. Non. Alors il faut savoir, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vrai que le bateau a donc fini sa mission en 1985 et été récupéré en 1988. Entre temps, il avait été acheté. Voilà 1950. Tata. Allez, donc. Ah oui, dis donc. Un véhicule ou... En fait, littéralement, c'est l'ancêtre du GPS. Désamorcé, quoi. Voilà. Tu vois, le Tu restes sur place, ça Et donc, l'avantage. Ah, c'est quoi? Oui, c'est vrai. Oui, oui, et je la reprends. Il mettait toujours au nom du bateau. Et bien peut-être que c'est pas la barre d'origine du coup. C'est possible. Voilà. C'est comme je vous disais, il y a des pièces qui ont été retirées, donc peut-être que c'est une pièce qui valait cher. Et donc l'autre boucle électrique. Parce que sinon vous avez le tableau de commande ici pour chacune des deux hélices. Donc c'est vraiment en cas de besoin. Je viens d'avoir- Donc là ce que vous voyez en V inversé sur le devant du bateau, c'est le brise-lame. Il n'y a pas de noir. Donc c'est vraiment ce qui sert à calmer la mer quand elle est vraiment très énervée. Et il faut savoir qu'une fois, ils se sont pris l'équivalent. Oui, mais le marin qui aime ça, là, Mais en fait on a pas de nord, mais on a quand même assez on se dit, il valait mieux partir célibataire. Les autres, oui.
Impeccable. Pour aller annoncer à Jean-Jacques Chilton et aux révoltes américains que les Français annulaient l'importation pendant la guerre d'indépendance américaine. C'était pas forcément que pour aider les Américains, c'est qu'il y avait des Anglais à l'ouvrage. Donc là, c'est vraiment pas sur la marchandise, hein, ça a été là. Alors voilà, j'ai essayé. Mais c'est la première question qu'on se pose. Ces trois savoir-faire achetés contre la perception de ce grand voyage culturel vers l'Amérique du C'est bien, on a passé devant tout le monde. Ils vont nous chercher, tant pis on les attendra sous les fraises ombrages. C'est calmer les... En fait, la place détonne. Moi, faut pas être derrière au moment du départ. Quand ils vont à Bordeaux, ils ont droit Et ça pouvait y aller jusqu'à 2 km. Ça se renverse tellement rapidement, ça, c'est... J'ai déjà fait arroser plusieurs personnes comme ça, et doucement. En fin de carrière, vous irez repeindre la tour Eiffel? Ah non, j'irai pas mettre les pieds à Paname, moi. Je suis pas fou. Très bien sur le bateau. Embarquement à bord de l'Ornion. Alors, on a tout le monde. Et bah, bienvenue à bord. Ça y est, vous êtes embarqués. Oui. Ah non, il dort pas longtemps. Mais c'est pas lui qui est soumis au rythme de quart, c'est les lieutenants. Donc à la barre, on est comme ça, une main sur chaque poignet qu'on appelle des manetons. Le barreur 1 là, le barreur 2 là, ça dépend d'où vient le vent en fait. Le barreur 1 sera toujours celui du côté au vent. Si le vent vient de la barre, moi je suis au vent et le barreur 2 il sera sous le vent, donc de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a des combats de part et d'autre, parce qu'on peut être barreur 1 là ou barreur 1 là, ça dépend du vent. Donc là c'est vraiment en condition de mer assez calme, où il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas trop de force à donner à la barre. Si on sent que ça devient dur de maintenir la barre, on rappelle des gabiers en renfort qui vont se mettre de part et d'autre, un là et un là. Et ceux qui sont derrière ne voient absolument pas le compas. C'est pour ça que c'est le barreur 1 qui va avoir la tâche de diriger les trois autres. Le lieutenant. C'est quoi, 4h30 pour revenir On va aller voir les canons quand même.
S'il y a une licence, on peut arrêter. Une absente. Voilà, oui. Un petit billet bien fait, s'il vous plaît. Ah, mais il y a un bistrot là. Bienvenue au musée des commerces d'autrefois. Je comprends que la journée a été bien remplie. Voilà, c'est la dernière visite de la journée. Je ne sais pas si vous avez un impératif horaire. Oui, 6h30, 18h30. Donc, 18h30 au bus. Oui. Ok. 6h20. Donc, bienvenue. Quelques explications sur ce musée. Donc, le musée des commerces d'autrefois a ouvert ses portes en 1990, le 7 juillet. C'est bientôt la date anniversaire. Alors initialement, il était sur 2 niveaux, sur rez-de-chaussée, premier étage. Le deuxième étage a été aménagé par la suite et ces derniers temps, la cave, où vous pourrez aller en fin de visite. Vous verrez, il y fait frais à cette époque, c'est assez agréable. Et à la cave, on y a reconstitué une école d'autrefois. Donc vous pourrez écrire à l'encre et à la plume la morale du jour qui est au tableau, même si on sera au-delà du temps scolaire. Est-ce qu'il y a des plumes? Il y a des plumes, il y a de l'encre et il y a des encriers. Bon, alors... Tableau et des plumes. Donc, le musée, vous allez y découvrir des commerces reconstitués du début du XXe siècle. Alors, c'est un musée privé, et en fait, c'est le fruit du travail d'un couple de collectionneurs qui, au tout début des années 80, pour décorer leur maison, ont commencé à collectionner les carafes de bistrot, comme celles que vous pouvez voir sur la table. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu à tous les objets liés au bistrot, puis à l'alimentation, et puis à tout ce qui concernait le commerce dans la première partie du XXe siècle, jusque dans les années 40. Donc, les objets sont devenus de plus en plus importants, des meubles ont été récupérés, et à la fin des années 80, ce bâtiment s'est trouvé à vendre, et donc il a été acheté pour y installer le musée, donc il est ouvert à l'été 90. Alors cet immeuble était un entrepôt où il y a eu plusieurs choses stockées tout au long du XXe siècle. On a commencé par de la quincaillerie, ensuite il y a eu de l'épicerie, puis à nouveau de la quincaillerie et du sanitaire jusqu'à la fin des années 80. Et il était devenu assez difficile de venir charger et décharger en centre-ville de Rochefort avec, voilà, vous avez vu les rues à angle droite, des camions de plus en plus importants. Donc l'entrepôt a été délocalisé en périphérie de la ville. Le musée l'a remplacé depuis cette date. Et l'immeuble est un petit peu particulier, c'est un immeuble typique 1900. Alors la différence importante avec l'immeuble tel qu'il était initialement, c'est que sur toute la toiture, on avait une verrière. Ah oui. Les immeubles début 1900 étaient faits bien souvent avec du verre, avec du métal. C'était l'architecture chère à Gustave Eiffel. Et la verrière est partie en 1999 avec la tempête qui a traversé la France.
que vous avez peut-être connu dans votre département aussi, je crois. Oui. Et voilà, le musée a été à ce moment-là fermé pendant 6 mois. Il n'a pas été possible de reconstituer la barrière, parce que c'était des tuiles plates de 1900, et donc c'était compliqué financièrement à trouver rapidement les tuiles. Tous les artisans étaient occupés, donc voilà la différence notoire avec le niveau tel qu'il était au début du XXe siècle. Pour le reste, il a été conservé dans son jus, hormis bien évidemment les rayonnages qu'il y avait partout pour pouvoir stocker la quincaillerie. Mais aux étages, par exemple, les planchers sont d'origine, les garde-corps sont d'origine, les poutres métalliques sont d'origine, mais il y a un certain nombre d'éléments de manutention qui ont été conservés, notamment le monte-charge. Alors, concernant tous les objets, tous les meubles que vous allez pouvoir découvrir, ils viennent à 90% de Charente-Maritime, pour une grosse partie de Rochefort ou des alentours, et ont été récupérés petit à petit chez des commerçants qui partaient à la retraite. On était dans les années 80 sur une génération de commerçants qui avaient l'habitude de tout garder, des commerçants qui avaient souvent connu la guerre, donc on avait du mobilier dans son commerce, on le gardait 50 ans ou 60 ans, si ce n'est plus. En général, c'était en bois, c'était solide, c'était robuste, et puis on ne voyait pas l'intérêt de le changer régulièrement, comme on peut le faire aujourd'hui. Très régulièrement, les commerces sont changés, les couleurs évoluent, le mobilier évolue. À l'époque, c'était pas comme ça. On avait du mobilier de rangement, on avait des comptoirs dans tous les commerces, et puis de mobilier spécifique à certains commerces, comme ici les tables de bistrot. Alors, là, tout vient de Rochefort. La devanture, c'était la devanture d'un bistrot qui était à quelques dizaines de mètres d'ici, à côté du théâtre, le bar du théâtre, le comptoir également, et le panneau qui est à votre gauche provient d'un autre bistrot rochefortais. Au début du XXe siècle, il y avait une fréquentation des bistrots très importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. On avait un bistrot à peu près pour 80 habitants en France. Donc on avait dans tous les villages, on avait dans tous les quartiers, sachant que les femmes, ça ne se faisait pas, se rendaient très peu au bistrot, les enfants non plus, bon ça ne va pas trop changer. Donc pour que le bistrot fonctionne, il fallait quand même consommer pas mal d'alcool pour que l'affaire tourne. Mais en fait, alors les hommes allaient souvent au bistrot, pas forcément pour consommer de l'alcool, mais pour se retrouver, pour jouer aux cartes, pour jouer au domino, pour lire le journal, pour écouter la radio, la TSF, qu'on n'avait pas à la maison, parce que c'était un coût trop important, et forcément consommer de l'alcool. Alors l'alcool, consommer dépendait un petit peu de l'endroit où on se situait en France. En Charente, près de chez nous, c'était du cognac, de l'alcool fort, du pinot. On avait de la bière dans certains endroits, on avait du vin rouge. Et on avait aussi l'absinthe, qui était une boisson très prisée au début du XXe siècle et qui s'est consommée d'une manière assez particulière. Alors l'absinthe était un alcool très fort, qui pouvait aller jusqu'à 70 degrés. Donc ça commence à faire. Et on mélangeait l'absinthe avec de l'eau, sauf qu'il fallait y rajouter du sucre, parce que l'absinthe était très amère. Mais le sucre ne pouvait pas se dissoudre dans l'absinthe. Donc ce qu'on faisait, on mettait une cuillère, 10 cuillères à absinthe sur le verre, un sucre, sous la fontaine qui était remplie d'eau fraîche, et on faisait couler tout doucement l'eau sur le sucre pour que les deux viennent s'ajouter à l'absinthe. Et c'était une consommation assez similaire aux apéritifs anisés qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc l'alcool d'absinthe était très populaire, consommé dans les milieux artistiques, beaucoup par les peintres, par les écrivains, par les poètes. Toulouse-Lautrec, on avait toujours dans sa canne, et lui ne mélangeait pas l'absinthe avec de l'eau,
mais mélanger l'absinthe avec du cognac, et il appelait ça le tremblement de terre. Alors, cette absinthe qui était très répandue en France, en partant de Paris et de la frontière suisse, s'est vue interdite en 1915. Pour quelle raison? Pour la folie. Pour la folie. On avait tendance à dire que l'absinthe était dangereuse, qu'elle rendait fou, et on l'appelait la fée verte. À la fin du 19e siècle, l'alcoolisme est devenu un vrai problème en France. Il y a eu des ligues contre l'alcoolisme qui se sont formées, beaucoup de militantisme. Et c'est devenu très important au début du XXe siècle. Et c'est l'absinthe qui a payé un peu pour tout le monde. On avait des lobbies très importants, le vin, la bière, le cognac, et qui étaient implantés, consommés et distribués depuis très longtemps. Donc, comme on considérait que l'absinthe était dangereuse parce qu'elle rendait fou, elle a été interdite en 1915. Ce qui a obligé les fabricants d'absinthe à trouver des solutions rapides pour continuer à vendre de l'alcool. Et c'est comme ça qu'on a vu Pernod se mettre aux anisés, parce que Pernod, initialement, ne vendait que l'absinthe. Et on a, si vous passez, vous verrez, il y a des bouteilles de Pernod. Et d'ailleurs, il y a la croix suisse, parce que l'absinthe, poussant la plante d'absinthe en altitude, on en apportait beaucoup de Suisse. Donc c'est comme ça que Pernod s'est mis à l'anisée avec le succès que l'on connaît. Alors, dans l'absinthe, ce qui était considéré comme dangereux, c'est une molécule qui s'appelle la thuyone. Aujourd'hui, on peut acheter de l'absinthe. Oui, mais... La thuyone est en plus faible quantité qu'autrefois. Après, il n'est pas démontré scientifiquement que la thuyone était vraiment dangereuse. C'est peut-être l'abus d'alcool qui était problématique. Toujours est-il que maintenant on retrouve de la thuyone, mais en plus faible quantité que dans les bouteilles d'avant 1915. Alors pour la visite, on va, comme vous êtes nombreux, on ne va pas faire commerce par commerce, parce qu'il y en a qui sont un peu plus étroits. Je vais vous donner quelques explications sur le commerce suivant, qui concerne l'habillement. Alors là, on est dans le magasin des hommes, hein. Les femmes n'allaient pas dans les bars. C'est que sur l'entretien, c'était tout simple. La machine à laver n'était pas présente dans tous les foyers comme aujourd'hui. Donc voilà, bien pour les femmes que pour les hommes. Pour les femmes, on avait beaucoup de modèles. Pour les hommes, c'était plus limité. Il y avait une porcelaine d'eau, le feu, il y avait le chapeau. Ça s'appelle le Codex, qui était en 2 tomes. Il y en a 15. Fonctionner la pharmacie. On va aller à l'étage. Vous pouvez jeter un coup d'œil en passant si vous voulez sur le point plus médical. Il ne rassure pas un peu comme les bambous. Et j'en ai une comme ça, moi, bleu. Plus petite, hein, bleu, panier bleu.
était plus costaud que celui-là. Attends, on va s'arrêter. Encore une fois, en fer blanc, quelques-unes en carte. Et pour vendre leurs produits, donc ces grandes marques comme Banania, Cube, etc., avaient recours à la réclame. On ne parlait pas de publicité, on ne parlait pas de marketing, on parlait de réclame. Très souvent à l'épicerie, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de produits achetés ou de la somme dépensée, on avait le droit à des timbres primes. Et ces timbres primes, une fois qu'ils représentaient une certaine valeur, permettaient d'avoir un cadeau plus ou moins important. Et aujourd'hui, on n'a plus de timbres primes, mais on a des cartes avec des points de fidélité. Le principe est mort. Il n'y a pas de différence. On a juste fait évoluer en fonction des moyens qu'on dispose, mais récompenser la dépense, on le faisait déjà il y a 100 ans et on avait le droit à des cadeaux comme cette horloge bleue. Vous pouvez acheter, alors on achetait tout le temps en petite quantité, puisque c'était pour la journée, on achetait un peu en petite quantité, une bouteille en verre avec une pompe. Lui, ça coûtait cher, donc voilà. On achetait aussi ça en petite quantité. Casser avec cette pince, c'est plus peser à l'aide de quoi pour savoir. Alors, c'est un visiteur qui nous a donné. On prend un peu. C'est vrai qu'à tout point, on va aller. Marchand